Quel engagement pour un contrat gagnant-gagnant dans la durée? Alors, s'il y a bien un sujet pour lequel tout le monde est d'accord, c'est bien la pluriannualité. C'est logique, cela permet de préparer l'avenir et de faire des bons choix en toute connaissance de cause. Les médecins et les soignants, les fédérations hospitalières, les experts, les ministres et nombre de parlementaires, tous appellent de leur vœu cette pluriannualité. Le président de la FHF, qui a même proposé un projet de loi de programmation en santé, disait récemment « Cela permettrait visibilité et stabilité, adhésion et confiance, justice et efficacité ». Rien que cela. Mais cette unanimité n'est-elle pas un leurre? En quelque sorte un faux-nez qui cache bien des visions différentes, car la question, bien sûr, ce n'est pas pourquoi, mais comment. Et là, on rentre dans la complexité. Comment organiser la pluriannualité alors que les besoins ne sont pas définis, que la stratégie nationale de santé 2023-2033 est toujours à l'état de projet? Comment répartir les investissements? Sur quelle base les acteurs sont-ils prêts à s'engager? Cette pluriannualité ne risque-t-elle pas d'être à minima? On connaît la prudence des pouvoirs publics. Quelle gouvernance? Aujourd'hui, celle-ci est incompatible avec toute planification en santé. Alors, messieurs, il n'y a pas de dames, donc messieurs, je vous propose de faire ça en 2 temps. Très rapidement, un premier temps, un petit tour de table très rapide en un seul mot. Pourquoi cette pluriannualité est-elle si importante à vos yeux? Puis après, on passera un peu plus de temps sur le comment. Lamine Garbi a des solutions, paraît-il, il l'a déjà fait. Alors, Sébastien Guérard, vous qui êtes représentant des professionnels de santé libéraux, c'est aussi important parce qu'on pense aux médicaments, on pense aux établissements. Cette pluriannualité, pour vous, c'est aussi essentiel. En un mot, un petit tour de table rapide. Elle est essentielle parce que tout le monde a besoin de visibilité. Les offreurs de soins, les financeurs, le politique. Et donc, à ce motif, tout le monde a besoin de pouvoir se projeter à 5 ans, à 10 ans. La difficulté, c'est celle de la méthode. Comment on va y arriver? Parce que, on va y arriver? Oui. J'arrête là? Voilà. C'est ça que ça veut dire? Alors, vous, évidemment, c'est important pour le médicament. Le président de la HAS me disait à l'instant, les médicaments chers, depuis 2000, tous les 10 ans, ils augmentent x10. Est-ce que vous aviez prévu ça? Les médicaments, ils augmentent x10 parce que ce n'est pas les mêmes cibles thérapeutiques. On connaît les coûts de développement des médicaments. Alors après, moi, sur la pluriannualité, je voudrais revenir. C'est surtout, moi, je voudrais dire, la pluriannualité, c'est maintenant. Alors, on a bien sûr discuté sur la partie l'urgence démographique, l'urgence budgétaire, Thomas Fatome l'a très bien décrite. Et la stratégie des petits pas n'est pas suffisante. Il faut regarder aussi ce qui se passe à l'international. Alors, dans le secteur, vous dites la géopolitique imposée par Trump change la donne. Donc tout le monde parle expliquez-nous un peu ça, oui. MFN, tarifs. En fait, ces mots technocratiques, c'est le reflet d'une stratégie qui a démarré il y a déjà pas mal d'années, sur lequel on a déjà eu des alertes avec la pandémie, avec les États-Unis, qui aujourd'hui représentent 50 à 60% du marché de l'industrie pharmaceutique. Donc c'est eux qui sont la locomotive en termes de financement, notamment de la recherche et du développement, et qui décident aujourd'hui de redessiner la carte internationale, de réintégrer la chaîne de valeur de la filière du médicament. Et tout le monde se dit, peut-être que finalement, ça va faire baisser les prix du médicament en Europe. MFN et tarifs, qu'est-ce que c'est? MFN, c'est j'applique aux États-Unis les plus bas prix. Quand vous avez un coût de développement d'un médicament qui est d'1 milliard, que vous avez 60% de cette valeur qui a un retour sur investissement aux États-Unis, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va pousser les industriels à ne lancer qu'aux États-Unis. Quand vous avez des tarifs, comme il a annoncé ce matin, de 100%, ça va tirer les usines aux États-Unis. Mais pourquoi la pluriannualité pour échanger les choses? Quand vous avez tiré vos usines aux États-Unis, vous avez des ouvriers qui sont payés 3 fois plus qu'en France. Les médicaments, au final, ils vont être plus chers. Donc la pluriannualité, elle permet de répondre avec une vision France, par rapport à une vision France et Europe, par rapport à une vision américaine long terme et une vision chinoise très long terme. Si on ne fait pas ça, on va complètement assécher la filière du médicament à long terme en France et en Europe. Au niveau de l'industrie pharmaceutique, le LEM a fait une conférence de presse récemment. Vous êtes très pessimiste. Moi, je ne suis pas pessimiste. Bon, ça va. On a une histoire à écrire. Au niveau international, se redessine une carte de l'industrie pharmaceutique du médicament. On veut être dedans, on ne veut pas être dedans. On veut mettre les moyens, on ne veut pas mettre les moyens. On veut mettre de l'innovation, on ne veut pas mettre de l'innovation. Si on ne met pas d'innovation, on n'aura pas d'industrie dans 10 ans. Lamine Garbi, pourquoi c'est important? Alors vous, on imagine bien, vous construisez des bâtiments, là. Oui, des hôtels, c'est ça. Non, je ne comprends pas, là. On l'a inventé en 2019, la plurie. 2019, ça a marché 2020, 2021, 2022, Elisabeth Hubert était là.
On a défini quoi? Un effet volume, un tarif avec un Ondam qui était à 2,4 à l'époque. C'était sur le financement des établissements. Mais c'est ça. uniquement. Mais il n'y a que ça qui nous intéresse. Et la prévention. Ah, mais il n'y a que ça qui nous intéresse. Et la prévention. Non, mais on va se dire les choses. C'est le financement. Et il y avait des codicils sur la prévention, la qualité, la pertinence. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Non, attendez, rien. Il était écrit qu'on devait chaque année évaluer la politique. Vous allez le dire après Après, comment vous d'accord. avez fait. Mais là, pourquoi c'est si important? Mais parce que moi, je passe 6 mois depuis 5 ans à préparer une campagne tarifaire, 6 mois à la préparer et 3 mois à la contester. C'est pas très joyeux comme. 3 mois de vacances après, donc. Oui, juillet, août, c'est calme. Et là, ça fait quelques années que c'est calme parce que j'ai plus de ministre et plus d'interlocuteur. 10 en 6 ans. Donc moi, j'ai plus personne avec qui me fâcher. Alors c'est pas rigolo, on s'ennuie à force. Hein. Mais on l'a créé, la plurie. Pourquoi? Alors papa, c'est 4 pages. Je voulais l'envoyer, Philippe. Oui, je les ai 4 lus. pages. Oui, sur le financement des établissements. En plus, c'était Frédéric Valtou qui l'avait signé avec moi. Et puis Marie-Sophie De Sol, le professeur Blay et Elisabeth Hubert. Elisabeth Hubert, sur l'achat d'elle, avait été très forte, hein, parce qu'elle avait dit « Moi, je veux plus, elle a eu plus, et je veux pas de volume. » Parfait. Alors on va y revenir. Parfait. Pourquoi ça n'a pas marché? Vous allez nous dire. Si ça a marché, mais après ça a été Ça s'est oublié. arrêté. En 2022, changement de président, enfin, il est resté, mais changement. C'est le même, non? Oui, mais je ne sais pas ce qu'il a fait depuis 2022 pour la santé. Il y a tellement de ministres qui sont passés, je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Alors, on toujours l'a sur le créé. premier temps, un mot, Jérôme Gaines. Pourquoi c'est si important? Vous y croyez, vous aussi, à la pluriannualité? D'abord, vous dire que je suis très content de revenir en deuxième Ouais, journée. on vous aime tellement que... Cham, ils se sont dit on a un socialiste, on va le Regardez, c'est le dernier. C'est le dernier. Voilà. On va l'utiliser jusqu'à la corde. C'est-à-dire qu'il y a un horizon qui nous a fait faux pas. Hein. Mais oui, non, mais Frédéric, je remplace mon président de commission. Faut lui dire que je pourrais peut-être le remplacer la semaine prochaine à la présidence de la commission, si jamais il veut que je le remplace à différents endroits. Je sais pas ce que tu en penses. Faites candidature. Cyril. Bon, sérieusement, non. Pour le parlementaire que je suis, comme pour tous ceux qui sont présents, il y a quand même, pardon, mais un truc paradoxal. Moi, ces 3 dernières années, j'ai voté une loi de programmation militaire dont on me disait c'est important parce que c'est la cartographie des risques et une projection à 20 ou 30 ans sur des industries qui ont besoin de se projeter. Tous les 5 ans. Hein. Tous les 5 ans, et y compris une appropriation par le parlementaire. Donc on est dans le jeu démocratique, mais on a voté une loi de programmation du ministère de l'Intérieur et une loi de programmation du ministère de la Justice. Donc moi je veux bien, je suis un socialiste attaché à l'ordre républicain, donc qu'on fasse du régalien, parce qu'on me dit ça c'est du régalien, donc c'est normal qu'ils aient besoin de cette profondeur et de ce débat démocratique. La santé et le social, c'est autant du régalien. Et ce n'est pas uniquement pour la pétition de principe et la jolie formule, c'est qu'il y a aussi les mêmes exigences, qui est, je viens de le mentionner, pour ceux des acteurs d'avoir de la visibilité, ça c'est incontournable. Alors après on me dit, ouais mais toutes les politiques publiques ont besoin de visibilité, et si on fait des lois de programmation sur tous les secteurs, trop de programmation tue la programmation, et à la fin on se retrouve sur des arbitrages annuels contradictoires. Là, moi ce qui m'intéresse, c'est de réduire un nombre limité de lois de programmation, et de dire, la santé c'est du régalien. Et c'est ce besoin de planification, c'est ce besoin de programmation des investissements, et surtout de programmation d'un sujet RH qui va être déterminant, la planification des formations, parce que moi je le vois, dans cette loi de programmation, j'y mettrai forcément une de mes marottes qui est sur les sujets grand âge, autonomie, parce qu'on a besoin de cette profondeur de champ. Et j'ai un bémol avec Lamine Garbi, mais ça va animer le débat. Moi, la porte d'entrée, c'est pas le financement. Le paradoxe, moi ce qui me manque dans une loi de programmation en santé, c'est d'abord des objectifs de santé publique et des financements pour y répondre. C'est-à-dire que ce n'est pas le financement qui détermine... Assignons des objectifs de santé publique, de la réduction de prévalence, de l'amélioration de l'espérance de vie, de la réduction des inégalités territoriales. Mais non, mais parce que... Pourquoi on n'y arrive pas sur la stratégie nationale de santé? Il y en a eu une en 2004, alors, en même temps que je vais vous dire, l'assurance parce que maladie, et à chaque fois, c'est des objectifs un peu vaseux. Il y en avait 100 en 2004. Oui, mais moi je ne suis pas un parlementaire naïf. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Non, mais parce que sous la Ve République, vous voyez, la SNS, c'est super, c'est super avec les limites qu'elle a, mais les parlementaires n'ont pas débattu une seule ligne de la stratégie nationale de santé. Et pourquoi? Pas une seule ligne. Justement parce qu'il y a cette espèce de déconnexion qui consiste à dire,
Aujourd'hui, la répartition des rôles, c'est le ministère de la Santé qui, tant bien que mal, va essayer de définir les objectifs de santé, mais et les parlementaires qui, chaque année, la tête sur le guidon d'un ONDAM dont il faut qu'on parle, parce que tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas le bon outil de pilotage d'une politique de santé, mais qui, à aucun moment, vont parler d'objectifs de santé publique. Enfin, c'est quand même dingue, dans ce pays, que la question... Enfin, faire de la politique, moi, le cœur de mon engagement, c'est le droit au bonheur pour tous, et il y en a un qui l'empêche, c'est les écarts d'espérance de vie en fonction de sa catégorie socio-professionnelle ou en fonction du territoire où on vit. C'est-à-dire que, le cœur même de la politique, l'engagement premier, ça devrait être de se dire comment un pays peut accepter des inégalités d'espérance de vie dont on sait pour une partie d'entre elles qu'elles peuvent être réduites. Et donc voilà, moi je partirai d'abord des enjeux, des objectifs de santé publique, des moyens de prévention qui lui sont adossés. Ça devrait même être la porte d'entrée, et après, les logiques de financement en découlent. Mais à condition que le parlementaire... Comment on fait? Tout a été fait, tout a été écrit. Bah, donnez-le nous. La stratégie nationale de santé, tout a été écrit. Oui. Le diagnostic est posé depuis des années. Il faut le faire. On a fait quoi depuis 5 ans? Mais il n'y a pas un gouvernement qui a soumis sur la qualité, ce texte sur la qualité. Les hôpitaux, ils sont soumis à la qualité. C'était 2 milliards d'euros qui devaient être mis sur la qualité. On en est à 700 millions d'euros. Aujourd'hui, on paye le même soin au même tarif, quelle que soit la qualité de l'hôpital ou de la clinique. C'est pas normal. Vous avez un hôpital qui soit flambant neuf, avec des bons process. C'est pas le sujet, la Garbi. Ben, ça rentre dans le financement. Oui. Parce que si moi je reviens au quinquennat du président Hollande, il a remis les comptes à zéro, l'assurance maladie, moins 10 de tarifs pour tout le monde. Avec un ONDAM à 190 milliards, Stéphanie l'a dit. Le plan triennal d'économie, mais ça a été dur pour l'hôpital. C'était l'enfer. Mais l'enfer. Exactement. Mais l'enfer. Alors, il y a 60 milliards de plus aujourd'hui sur la santé. Et tout le monde se plaint. Il faut arrêter de se plaindre. C'est pas parce qu'il pleut qu'on va se plaindre. Quand même, on fait un bon métier. Et les gens sont bien soignés. Il faut arrêter de dire que les gens sont mal soignés. Ça m'insupporte. Mais il n'y a pas de stratégie nationale de santé avec des objectifs clairs et contraignants. C'est à nous de faire la stratégie, on est en charge de la santé. C'est à nous, il faut qu'on arrête de se plaindre. Alors, moi, je voudrais dire 2 choses. Le premier, c'est que c'est très important, effectivement, d'avoir l'évolution des besoins de santé avec la projection qui aligne tous les acteurs. Je rajouterais aussi ministère de l'Industrie, ministère de la Recherche et Développement. Par rapport à ce que je vous disais sur le fait que les cartes se redessinent. Je discutais tout à l'heure en arrivant avec la directrice de l'IHU de Marseille. Si on est capable de faire de la médecine translationnelle, du développement clinique, en rapprochant l'industrie directement avec les patients, c'est parce qu'on est capable de faire du développement sur notre site de Montpellier pour le monde entier. Si on n'est pas capable de créer un secteur attractif pour l'innovation en Europe, on ne sera plus capable de faire ça. On va assécher non seulement la filière industrielle et de recherche, mais également notre recherche académique à terme. Oui, mais le point qui est important, c'est que quand je vois cette tension qu'il y a, la pluriannualité, c'est quelque chose qui pourra nous sortir de la défiance entre les acteurs. Justement, est-ce que vous ne croyez pas que c'est comme un leurre? Parce qu'il y aura des gagnants et des perdants. Et ça sera minima, parce que le pouvoir public, on va mettre 2% d'augmentation là, etc. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une vraie pluriannualité qui tienne compte des vrais besoins et qui dit les cliniques privées, on va leur en prendre un peu plus parce que... Comment faire des perdants si la mine continue de dérouler son truc, avec les fédérations hospitalières au centre de la table et les autres en dehors. Le secteur libéral, il est jaloux, le secteur libéral ne pourra pas rester à la périphérie de l'hôpital. Vous êtes au front, ce que tu disais est très juste. On n'y arrivera pas si on ne fixe pas des objectifs clairs et nets. Et dans ces objectifs clairs et nets, compte tenu du contexte financier, où tout le monde a l'impression d'être sous contrainte budgétaire, nous les premiers. Stéphanie Rist le rappelait tout à l'heure, on a balancé 65 milliards de plus en moins de 7 ans en termes de dépenses de santé. Pour quel résultat? Qui est content aujourd'hui? Est-ce que les fédérations hospitalières sont contentes de ces 65 milliards de plus? Est-ce que les usagers ont l'impression qu'on a répondu à leurs difficultés d'accès aux soins? Est-ce que les libéraux sont contents de ça? Non. Si vous faisiez plus de pertinence, on y arriverait. Oui, il faut faire plus de pertinence, mais il faut aussi réussir à mettre l'ensemble des acteurs ensemble autour de la table, et on n'y arrivera pas sans une gouvernance partagée, décloisonnée, équilibrée. Partagée entre les fédérations hospitalières et les libéraux, c'est-à-dire que si on ne se parle pas et si on n'est pas en capacité de dealer et de travailler ensemble sur cette loi de programmation, on n'y arrivera pas. Rééquilibrer le rapport de force avec l'assurance maladie pour que les négociations se fassent de façon plus transparente, plus claire. Revenir sur la structuration de nos accords conventionnels. Agnès Buzyn le rappelait hier matin, on veut faire de la transversalité,
On a 12 accords monoprofessionnels complètement silotés, un accord cadre interprofessionnel négocié par une autre partie que les autres accords, 3 accords conventionnels interprofessionnels, un pour les CPTS, un pour les MSP, un pour les centres de santé, pour faire de la coordination. On est quand même très fort. C'est-à-dire qu'on va payer de la coordination à 5 étages de la fusée. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même les moyens de mettre quelque chose sur la table, un projet ambitieux en ce qui concerne le secteur libéral, toiletter ce système conventionnel, le rénover en profondeur, réussir à bâtir des accords cadres et conventionnels réellement interpro, garder, mon ami Bessé le disait tout à l'heure, nos accords monopro parce qu'ils sont essentiels, mais comment on peut imaginer aujourd'hui qu'on paye un même acte, un prix différent en fonction du professionnel qui le réalise. Oui, mais justement, on s'aperçoit absurde. que derrière la pluriannualité et la loi de programmation, le projet de loi de programmation de la FHF, on voit bien que c'est une réforme totale du système de santé. Donc, quand on commence à vouloir réformer totalement le système de santé, on rentre dans le dur quand même, et on n'avance pas vraiment. Donc, pour faire simple, qui peut organiser cette pluriannualité? Est-ce que c'est le Parlement? Est-ce que c'est les pouvoirs publics? Est-ce que c'est tous les professionnels? Mais le problème, concrètement, le problème, c'est que la pertinence, c'est pas moi, c'est l'autre. Nous, on est pertinents. Tous, les uns, on est tous pertinents. Les économies, c'est pas moi, c'est l'autre. Parce que moi, je suis pas coûteux. Moi, je suis efficient. Les cliniques privées, 35% de part de marché, d'activité, 17% des ressources hospitalières. Oui. Donc moi, pourquoi je ferai des efforts? Je suis déjà bien. Donc au contraire, je veux des budgets en plus pour pouvoir innover Et fonctionner. Mais on est tous pareils. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il Alors, faut? comment on fait alors? Mais il faut un patron. Il faut un patron. C'est qui? C'est le ministère ou c'est le Parlement? Ah, le Parlement, je sais pas trop. J'ai pas trop confiance en ce moment au Parlement. Hein. J'ai pas trop confiance. On a parlé de stabilité. Alors, Non, je réponds Oui. sur qui pour le faire. Enfin, la politique Oui. de santé, et notamment la politique de santé publique, elle est au nom des habitants de ce pays. Donc nous sommes les représentants, donc c'est un dialogue entre l'exécutif et le législatif. Moi, en janvier dernier, j'ai pris la décision, avec d'autres, de ne pas censurer François Bayrou et de chercher de la stabilité. Et j'ai été très heureux. vous le regrettez, non? Non, mais peu importe, Ah bon. c'est pas ça le sujet. Genre, je regrette une chose sur le fond, parce que dans son discours de politique générale, et Cyril et mes amis du Modem y avaient, j'en suis convaincu, contribué, Cyril, Philippe Vigier, il a dit une chose très importante, François Bayrou, il a dit « nous allons introduire de la pluriannualité ». Il n'a pas parlé de loi de Exactement. programmation, Oui. mais il n'a pas de pluriannualité. Moi, au lendemain de Nos cette ministres aussi. au lendemain de cette Catherine déclaration... Vautrin et Mais je- Nunander, ils l'ont dit. Oui, non, mais Et d'accord. 10 fois, ils l'ont dit. Mais Non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? ouais. Ils Attendez. n'ont pas pu le faire. Mais non, Ils n'ont mais- pas pu le faire. Alors, attendez, il va répondre, Oui, Moi, mais qu'est-ce je qu'il crois faut, ça je crois dans la... Qu'est-ce Non, mais qu'il faut, attendez, vous savez que la loi à l'Assemblée nationale, c'est l'exécutif, notamment sur des lois de cette nature, qui a la capacité de le proposer. Donc moi, au lendemain de ça, Catherine Vautrin et Yannick Neuder, à chaque fois que je les croisais, qu'on buvait un café, je disais, mais quand est-ce qu'on se met au travail? Parce que c'est pas un truc qu'on va faire en 5 minutes. En lançant ça en janvier 2025, l'objectif était de dire, le prochain président de la République en 2027, il aura sur étagère un travail qui aura été coproduit par les professionnels, par les parlementaires, par la population, sur qu'est-ce qu'on attend sur cette loi de programmation. Enfin, en faire un sujet de débat politique qui, à mon avis, est transpartisan dans les modalités. Après, les gens vont se pouiller la tête, en effet, sur les efforts qui doivent être faits. Mais le juge de paix, à la fin... Commençons plus simple. Par le financement. Vous pensez qu'à l'argent, la mine. C'est 4 pages pour le monde hospitalier, bien sûr. On peut intégrer nos amis libéraux. C'est 4 pages, on a mis 2 mois pour la créer en 2019. On est en 2025, bientôt 26. Oui, mais si on rentre que par le financement, alors on va perdre l'objectif premier. C'est le financement qui fait quand même travailler. Oui, mais le innover, financement, c'est une lecture. Non, mais je suis d'accord. Est-ce que vous avez inclus l'industrie pharmaceutique dans votre protocole? Est-ce que vous avez inclus l'industrie la pharmaceutique variable d'ajustement. en fait. dans votre protocole? Vous êtes les mal aimés, vous. Mais, ouais, mais vous, à un moment, en fait, moi, il y a un point, je pense que, nos citoyens, ils ne vont pas attendre. Je suis désolé de le dire, et je ne suis pas politique, je suis citoyen. Les citoyens ne vont pas attendre. C'est-à-dire Et ce que je ne comprends pas, c'est que vous voulez les dire par Français, la santé, c'est la troisième priorité. Première en même temps. Et il y a beaucoup de débats entre nous sur l'importance d'être soigné avec le meilleur niveau de soins, les meilleures innovations pour nos concitoyens, c'est une réalité. Alors oui, il y a un débat sur le financement. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur l'efficience et la prévention. C'est 14 à 17 milliards si on se met au top de l'OCDE. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que les citoyens ne vont pas attendre. Et surtout, le monde ne va pas nous attendre par rapport à ce que je vous décrivais. Si on appuie l'innovation en France, les Français vont le savoir. Ils sont renseignés, les Français. Oui, à ce niveau-là, oui. Ils sont renseignés. Aujourd'hui, les Français, quand ils ont une maladie qui est diagnostiquée, ils vont sur ChatGPT, ils vont sur Mistral AI pour vérifier comment ils peuvent se faire soigner. Donc je pense qu'il faut qu'on aille... J'entends le point de la complexité, etc. Peut-être qu'il faut démarrer plus petit, mais en tout cas, il faut déjà envoyer un signal qu'on travaille ensemble pour trouver une solution. Alors, Parce que justement, c'est 2027, Oui, mais alors comment, les justement, dés parce que sont vous impliqués. disiez, les ministres vous disaient, on sera prêt pour 2027. Non, mais il ne disait même pas ça. C'est-à-dire Ah que bon. si on lance ce travail-là, enfin je suis lucide, créer l'objet politique
technique, juridique, loi de programmation en santé, loi de programmation et de financement en santé, annoncé en janvier 2025. Non, mais je suis d'accord. L'espoir était que ce soit prêt un an après. Oui. Mais il fallait lancer ce chantier-là et l'organiser. Hier, Marguerite Cazeneuve, quand elle parlait de la négo conventionnelle, elle a utilisé le beau terme que nous, on essaye de faire vivre, c'est pas simple en ce moment, qui est celui de compromis. La préparation de cette loi de programmation en santé, un peu comme pour la LPM ou sur les autres lois, c'est des objets de compromis politique à l'Assemblée nationale. C'est pas des sujets où les gens, parce qu'on a une sorte de respect, je ne sais pas comment utiliser ce terme, les militaires, les attentes des militaires sont respectées, les attentes des flics sont respectées, désormais les attentes du monde judiciaire sont respectées. C'est bien que les attentes du monde de la santé, qui en réalité ne sont pas que celles des professionnels de la santé, mais de l'ensemble de la population, elles deviennent un objet de consensus et de pédagogie sur les efforts que les uns et les autres doivent faire. Sur les armées, quand même, le plan à 5 ans a explosé, quand même. Mais parce qu'il s'est ajusté, alors là, en l'espèce, par l'accentuation des menaces. Une loi de programmation en santé, ne le souhaitons pas. Si en cours de déploiement, elle est confrontée à un risque sanitaire majeur, on fera ce qu'on a fait au moment du Covid. Mais est-ce que chacun est prêt à s'engager dans une loi de programmation Philippe, ou vous ferez des efforts? Est-ce que chacun dit... Attends, mais je suis atteint d'une profonde lassitude démocratique. Le ministre aujourd'hui qui est en place, quel est son principal souci? C'est de savoir s'il sera là demain. Comment voulez-vous qu'il engage des réformes en ne sachant pas ce qui va se passer au Parlement? Parce que le Parlement, ok, c'est vous qui décidez. Il faut bien avancer quand même. D'accord, donc c'est à nous de prendre le pouvoir, à nous de proposer et de faire avancer les choses. Parce que le ministre aujourd'hui, jusqu'en 2027, il ne tiendra que le temps que le Parlement lui accordera. Donc, et aujourd'hui, je pense que c'est mal barré. Est-ce que les professionnels sont prêts à se réunir et à travailler? Évidemment, Ils sont 14, vous étiez 14 à signer en septembre dernier, donc tous les deux, vous avez signé sur la demande de la loi de programmation en santé, avec la FHF, avec la mutualité, avec la Croix-Rouge. Non, c'était plutôt porté par la FHF, il nous l'a servi sur un plateau. On l'a accepté, et il n'y a pas de souci là-dessus, parce que ça veut qu'on s'entend bien avec la FHF. Mais là, ils ont été un petit peu loin. Mais son projet, il est énorme quand même. C'est trop gros, c'est voilà, exactement. trop gros. C'est 4 pages qu'il faut faire. Faisons simple, précis, rapide, et mettons-le en œuvre. Alors, vous êtes prêts à vous réunir? Mais bien sûr, on se voit tout le temps. Avec l'industrie aussi. On est prêt avec l'industrie. Moi, mon point, il est le suivant, c'est que la France, c'est un très beau pays, mais c'est petit. Et on est dans des équilibres mondiaux qui sont industriels, qui sont aussi sur les ressources en santé dans le monde. Et donc, il faut tenir compte de l'environnement dans lequel on est, 1, en termes de vitesse, 2, en termes de compétitivité, d'attractivité. Il y a un point qui est important, c'est quid de l'Europe? Qu'est-ce qu'on fait déjà pour s'aligner avec l'Allemagne sur les stratégies, sur l'accès au marché, sur les médicaments, sur l'industrialisation, sur l'attractivité? Aujourd'hui, l'Allemagne va plus vite, l'Italie va plus vite. On se tire la boule entre pays européens. C'est pas forcément une bonne idée. On a peut-être des technologies spécifiques en France à défendre, mais travaillons là-dessus. Travaillons sur le fait que la France se mette déjà au niveau européen en termes d'attractivité, en parallèle de cette loi. Ça va être notre condition, nous, pour pouvoir avancer sur des engagements pluriannuels. Parce que si on a une loi pluriannuelle, mais qui ne tient pas du tout compte de l'environnement global dans lequel nous, on évolue, ça ne marchera pas. À vous d'en tenir compte. Alors, comment on fait alors? On a une obligation collective de résultat, clairement. On n'a pas le choix que de se mettre tous ensemble autour de la table. Il faut sortir de ce principe de défiance. Il faut qu'on réussisse à restaurer la confiance entre l'ensemble des acteurs, ce qui est extrêmement complexe parce qu'on a toujours l'impression que si l'hôpital prend des sous, c'est les libéraux qui vont trinquer, etc. La difficulté d'une loi de programmation à 5 ou 10 ans, c'est que... 5 ans, déjà, on va dire. 5 ans. Allez. Il va falloir être en capacité d'affronter le mur auquel on va être confronté dans 5 ans. Et donc de prendre des décisions radicales, non pas pour demain, mais pour dans 5 ans. Or, ça va se télescoper inévitablement avec un calendrier politique et avec des besoins de résultats économiques court-termistes. Donc il faut qu'on réussisse ensemble, mais encore une fois, on n'y arrivera pas sans gouvernance équilibrée. Et le problème de la structuration du système de santé aujourd'hui, c'est qu'il est tombé dans le piège de la complexité normative. On va l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un problème, on va créer une nouvelle réglementation, qui va créer une nouvelle structure, qui va créer au passage un nouvel acronyme. On est quelques initiés ici autour de la table, mais on est quand même assez fort. Qui va créer une nouvelle exception, et donc une nouvelle règle, et donc une nouvelle structure. Et on peut en citer quelques-unes comme ça sur l'organisation du millefeuille territorial administratif. C'est quand même puissant ce qu'on a fait en France. On a créé des URPS, qui étaient censés amener de la transversalité en termes d'offres de soins, de prévention, etc. Mais
On les a organisés en silos, hein, une par profession. On en a créé donc 10 Donc, ce que vous dites, par ça sert à région. rien de faire une pluriannualité si on ne réforme pas globalement le système. quand même. Exactement. Ah, voilà. Exactement. Bah oui, mais alors là, on rentre dans une autre logique. Quand même. 178 RPS en France, plus de 5000 élus pour des résultats plus que contestables. Critiqué par la Cour des comptes. Critiqué par la Cour des comptes largement, et puis on va en citer, d'autres. On a créé des PTS, des CTS, des GHT, des PTA, des DAC, des CPTS, Donc on a des SAS, tous des les SMP. outils pour avancer. Toutes ces structures se chevauchent les unes au-dessus des autres, avec des compétences et des missions partagées. Sauf que toutes ces structures, chacune revendique un tout petit bout de la représentation, un tout petit bout du pouvoir et un tout petit bout du financement. Et à la fin, on se rend compte que même les autorités publiques ne savent pas vers quel acteur se tourner pour telle ou telle mission. Il faut vraiment qu'on remette les choses à plat. Il faut qu'on aille vers du plus simple et surtout, il faut qu'on restaure la confiance. Le mot confiance, pour moi, il est absolument essentiel. La confiance, Oui, mais si on... piégé quand même. Non, c'est pas un mot biaisé. Non, je ne suis pas d'accord. Enfin, moi, je suis un fervent défenseur du dialogue social. Je pense que ce dialogue social, il ne peut se construire qu'entre 2, 3, 4, 5 acteurs. Non, mais là, on voit bien, qui sont on voit bien capables la de se difficulté. parler, de se faire confiance. On parlait d'un accord gagnant-gagnant tout à l'heure, et je pense que Marguerite l'a extrêmement bien décrit hier. oui. Un contrat gagnant-gagnant, c'est un contrat où chacun prend ses responsabilités, où chacun prend des engagements. On peut perdre. Et où chacun... Non, c'est pas gagnant-gagnant. Si quelqu'un perd, c'est pas gagnant-gagnant. Bah oui, et où mais- chacun tire un morceau de reconnaissance, qu'elle soit financière ou autre. C'est pas forcément financier la reconnaissance. Mais il faut qu'à l'arrivée, dans ce contrat gagnant-gagnant, chacun obtienne un petit bout de reconnaissance. Et c'est ça qui est dévoué aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut commencer large en réformant tout ou est-ce qu'il faut simplement parler finances et faire un protocole et d'avancer comme ça On fait finance, on fait protocole et après on parle quoi? On parle qualité, on parle pertinence, mais avec des indicateurs. Parce qu'on voit bien, on soit- hésite entre la grande Mais- réforme non, et on mais voit bien la non, mais, difficulté, et puis rentrer par un petit bout Philippe, qui permet d'enclencher un système. Oui, il faut entrer par un petit bout. Et sur de la pertinence, il faut avoir un indicateur simple. Et si tu ne l'atteins pas, eh ben, tu as une baisse de tes ressources et de tes revenus. Bon, moi, j'ai appris C'est quelque simple. chose aujourd'hui à Cham, c'est que c'est le retour des RMO. Oui. Référence médicale opposable. Oui, ça rappelle les bons souvenirs. Voilà, non, mais ça, tout le monde est d'accord. Le président de la HAS est d'accord, le directeur général de l'assurance maladie est d'accord. Donc ça va faire de la Vous pertinence. citez le président de la HAS, il faut que la certification des établissements de santé soit plus pertinente dans son application des résultats. Un établissement non certifié aujourd'hui, il faut qu'il soit fermé. Il y en a 4% oui, qui sont mauvais. Dans ma branche, sous les mines, il y en a 37 aujourd'hui. Ouais. 37 établissements privés qui sont non certifiés. Je pense qu'il y en a autant dans le public. Vous les avez Il faut fermés leur donner 3 mois, Vous 6 les avez mois. fermés, vos 37 Je n'ai pas le pouvoir de fermer un établissement, mais si dans 3 mois ou 6 mois, il n'a pas remis à jour ses process et sa qualité, il faut qu'il fasse autre chose. Autre chose que de prendre en charge les assurés, parce qu'il y a marqué hôpital ou clinique, et nos concitoyens qui ne savent pas nous font confiance. Ils nous font confiance. Et donc, cette confiance se mérite. Et moi, ça m'insupporte de voir qu'il y en a encore qui sont à la traîne. Et ceux qui sont à la traîne, on les finance pour qu'ils remontent au Alors niveau. moi, je prends parce que je suis heureux d'entendre ce discours, parce qu'on dit c'est qui le patron à un moment donné. Donc, quand on fixe des règles, Ouais. elles ont une dimension positive, mais elles ont une dimension punitive aussi. Mais il faut. Et moi, je faut. signe complètement, mais Oui. je vais même plus loin. Hier, en ouverture de Cham, Agnès Buzyn rappelait le chiffre à l'échelle de l'OCDE, et elle disait qu'il s'applique à peu près en France, à peu près l'estimation que 20% de la dépense Gaspillée. et sinon gaspillée en tous les cas, elle est pertinente. non pertinente et non qualitative. Bon, donc le vivier, il est là. Oui. Chez nous, ça ferait 40 à 50 milliards d'euros de non-pertinence et non-qualité de soins. Et moi, je vais donc plus loin. Non seulement je ne suis pas certifié, à un moment donné, on dit faites autre chose, mais il n'y a pas. C'est pour ça qu'il faut des indicateurs de qualité et de pertinence. a. Et les indicateurs On de les qualité, a. On ils a doivent être tout. adossés Mais on a tout. à des On a tout. objectifs. On a Je tout. reviens là-dessus. Et À dans des cette objectifs de dans santé cette publique. pluriannualité, on économise 50 milliards. Ah bah, enfin, moi, je suis convaincu. Enfin, la Cour des comptes, là aussi, dans son approche qui est différente de celle des acteurs de santé. Bah, en gros, quand on parle avec Moscovici, il y a 20 à 30 milliards d'euros dans la dépense d'assurance maladie aujourd'hui, dont on sait qu'on peut non pas la débrancher, mais éventuellement la repluguer pour aller financer de la qualité et de la pertinence. Donc quand on dit gagnant-gagnant, moi je préfère être honnête, il y aura des perdants. Les perdants, c'est les inertes. Les perdants, c'est le millefeuille. Les perdants, c'est la bureaucratie qui existe, évidemment. Et les perdants, ce sont ceux qui
veulent se glisser dans les interstices de ce système-là. Donc c'est pour ça que la différence méthodologique, en fait, elle est, est-ce que c'est un grand soir de l'organisation du système de santé? Non. Ou est-ce qu'on va le faire par petits... Oui, je suis d'accord qu'il faudra le faire par étapes, parce qu'on ne sait pas faire des grands soirs. Il faut commencer. Non, mais c'est un grand soir quand même, mais il faut avoir un horizon, sans jeu de mots, qui nous dit voilà le point d'atterrissage vers lequel on veut aller. Et c'est pour ça que je reviens, c'est pas une fascination pour la présidentielle, mais ça, pour moi, j'adorerais que les questions de santé soient au cœur de l'élection présidentielle de 2027 plutôt que l'immigration ou je sais pas quoi, et qu'on aborde tous les sujets. Celui qu'on va aborder dans la prochaine table ronde sur la répartition AMO, AMC, moi je suis abasourdi que ce sujet-là soit si peu dans le débat démocratique et dans le débat public. D'accord, mais alors justement, pour avancer, alors, il nous reste quelques minutes. On commence petit, on commence large. Qui? Est-ce que c'est le ministère qui enclenche? Bon, est-ce que c'est les députés? Est-ce qu'on peut faire une proposition de loi, une PPL? Un petit tour de table sur, concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur cette pour moi, pluralité? je pense que le point de démarrer par les besoins, c'est très bien. Je pense qu'il faut regarder aussi loin. Donc il faut certainement regarder aussi sur les perspectives d'innovation. Il faut qu'on regarde ce qu'on est capable d'apporter comme innovation, que ce soit en termes de médicaments, que ce soit en termes de digital, etc. Parce que c'est ça qui nous permettra d'accélérer demain. Si on ne regarde pas loin dans le futur en démarrant sur les besoins en santé de demain et que peuvent apporter les nouvelles innovations avec les horizon scanning, qu'ils soient technologiques ou en termes de solutions de santé et en termes aussi de pratique des soins, je pense qu'on se trompe, parce qu'on n'arrivera pas, on sera trop sur le court terme. À 5 ans, il ne faut pas que regarder ce qui a été fait dans les 2-3 dernières années. Il faut regarder à 5 ans. Ouais. Lamine Gab, il faut commencer petit sur les finances. Oui, petit, donner un budget pour 26, 27, et puis travailler sur la qualité. On a tous les indicateurs, on ne cesse d'abonder dans cette pertinence-là. Le taux de chirurgie ambulatoire, on sait tous qu'on doit le monter à 80%, mais voilà, donnons des indicateurs pour arriver à 80%. Et si tu n'es pas 80% dans 2 ans, on a une baisse de tarifs. C'est tout, c'est simple, on ne progresse. Donc c'est plus réalité sur quelques items, quoi. Mais les items qualité, les utilisations évitables, on le sait, on le sait. La réforme des tarifications SMR, rééducation et psychiatrie, a engendré des rentes de situation. Il y a 20 000 lits aujourd'hui en psychiatrie et en SMR qui sont fermés dans les 2 secteurs, public et privé, et qui sont financés. C'est 2 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on finance de l'activité qui n'est pas réalisée. Et quand je posais la question, j'ai demandé une mission IGAS-IGF parce que j'en suis à la 20e mission IGAS-IGF cette année. 20e mission, Cour des comptes. Je ne sais pas ce qu'ils foutent de ces rapports, mais j'ai été audité 20 fois et je réponds à chaque fois, mes équipes, elles sont là, on répond, on fait des super rapports, c'est très pertinent, mais je ne sais pas ce qui se passe derrière. On va y arriver. Ces rapports vont être utilisés. J'ai demandé une mission sur ces lits fermés et financés, on me dit « Ah non, mais ils sont fermés parce qu'il n'y a pas de personnel ». Donc si on ne peut pas les ouvrir. Et puis si on retirait ces financements, l'hôpital il sera encore plus en déficit. Donc on les laisse, quoi. Non mais sans rire, quoi. Non, 2 milliards d'euros. Non mais 2 milliards d'euros, là tout de suite. Sébastien Guérin, alors comment on commence petit, avec un horizon à 5 ans ambitieux, et puis est-ce qu'on prend différents thèmes, ou est-ce qu'on essaie de construire quelque chose par rapport aux besoins de santé qui sont sur le vieillissement? Ça c'est facile parce qu'on connaît la démographie. Comment on commence alors? Je pense qu'il faut être lucide sur Qui est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les pouvoirs publics? Est-ce que c'est le Parlement? Je pense qu'il faut être lucide sur le contexte politique et les difficultés qu'on va avoir à porter quelque chose de grand dans les 18 mois. Ce serait absurde de répondre... Non, mais 2027, c'est demain. 2027, c'est demain. Moi, je pense que les acteurs du système ont intérêt à se prendre en main, à se parler plus. Je pense qu'il faut remettre les organisations syndicales représentatives et les fédérations hospitalières au centre du jeu. Mais voulez-vous retrouver où? Qu'est-ce qui peut vous réunir? Je pense qu'il faut institutionnaliser clairement les rapports et les relations entre les fédérations hospitalières et l'UNPS et les organisations syndicales représentatives. Qui peut faire ça? L'assurance maladie? Non. Non, c'est nous, on a besoin de personne. C'est nous. On est des grands garçons. Allez-y. Et on va le faire comme des grands. Et je pense qu'il faut qu'on réussisse quand même à l'horizon 2027 à restaurer ce que j'appellerais la confiance dans le contractuel aujourd'hui. Il faut qu'on sur des objectifs bien clairs, simples, et pas forcément le grand soir, comme disait Jérôme Gage. Le grand soir doit arriver parce que je suis intimement convaincu qu'il va falloir mettre un coup de pied dans cette fourmilière et remettre le système à plat pour aller vers plus de simplicité, plus de clarté. Aujourd'hui, je pense que la multiplicité de tous ces acteurs, et encore une fois, ils font très bien chacun un bout du jeu, c'est pas le sujet en fait. Et ils ont tous un rôle prépondérant. Simplement, aujourd'hui, il y a une dispersion, tu parlais de millefeuille, et c'est exactement ça. Et je le disais tout à l'heure, où on ne sait plus qui fait quoi. Il faut vraiment qu'on réussisse à toiletter ça. Et puis surtout, dans les grandes décisions radicales à prendre, et ça c'est un point de vue qui va peut-être pas qui va peut-être faire bondir de sa chaise mon voisin de droite, mais je pense qu'il faut assumer que demain,
le premier hôpital de France, ça doit être le domicile du patient. Voilà. Oui, mais Vous pouvez fermer vos... Non, mais moi je suis un ardent défenseur de l'HAD, puis j'en ai même dans mon groupe. Mais moi je pense que... Il n'y a pas que l'HAD, cela dit. C'est pas que la HAD, c'est pas que la HAD. Moi je rêve hospitalier, pardon. Oui. Voilà. Mais par contre, il faut que nos amis parlementaires, ils n'oublient pas qu'il y a un budget à voter et qu'ils arrêtent de déconner, quoi. Donc votez le budget, votez le PLFSS, parce que sinon, le 1er janvier, on a des tarifs, nous, on ne sait pas comment on va faire. Hein. Là, on est dans le concret, hein, donc arrêtez. Comment on fait Je veux alors? bien être le paratonnerre de la vie politique. C'est votre rôle mais aujourd'hui. pardon, mais le bordel, c'est pas nous qui l'avons foutu. Ah, c'est jamais vous, c'est l'autre. Ah, mais non, mais c'est pas. Moi, c'est pas les FHP. La dissolution, on fait 20 secondes de politique, mais les Français. la dissolution, c'est pas nous. c'est Et les le mec Français. qui fait tapis alors qu'il a un 3 et un 7 en main, c'est pas moi. Donc, franchement. Bon, alors, donc, comment... Mais je vais chercher Merci. jusqu'au bout. Je vais Merci. chercher jusqu'au Voilà. bout à ce qu'il y ait un budget. Merci. Il faut qu'on soit deux à C'est jouer. demain, hein, c'est Ouais, je demain. sais Non, bien. mais le budget, c'est annuel. Alors, justement, c'est pas le sujet Non, de mais la attends, mais table les ronde. tarifs, c'est 1er janvier. Alors, Voilà. tout de suite, Alors, tu vas dire, alors comment fait, on fait vous trouvez que c'est une bonne Comment on idée fait que les professionnels se réunissent avec les industriels et tout le monde et disent voilà, on pensait que ça peut marcher, ils vont s'entendre parce qu'il y aura des gagnants-gagnants puis des perdants en jeu. Mais quand même. Moi, je crois, en tous les cas, à l'idée, je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet que tout le monde doit mettre au centre des débats. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une dramaturgie. Ça a été dit, les gens sont attachés à la santé. Bon, on est capable de faire du grand débat national, patin, couffin, ce que vous voulez. On se dit, voilà, à un moment donné, on recueille, à partir des paroles des experts, des professionnels de santé, des acteurs du secteur, et puis, il y a le politique qui tranche. Voilà. Le politique qui tranche, mais il est capable de trancher, j'en suis convaincu, de manière transpartisane sur ce sujet-là. Enfin, moi, je le sens dans le... Voilà, il faut admettre, sur ce sujet-là, comme le fil à plomb de l'action politique, l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Donc oui, il y aura des gagnants et il y aura des perdants. Et il faut admettre qu'on ne peut pas être dans le statu quo. Voilà, encore une fois, je fais un teasing sur le débat qui suit après, parce que c'est une de mes marottes sur lesquelles je travaille à la MEX avec Cyril Isaac-Sibyl. C'est la répartition AMO-AMC. On ne peut pas en débattre par petites touches à chaque fois qu'il y a une mesure des Bon, ça tombe remboursements, bien, c'est pas le franchises thème de ou notre autres. table ronde. C'est pas le thème, mais Alors, ce que je veux dire, c'est que ça, il c'est nous un reste- sujet il nous dont reste les une Français, minute. ils en parlent. Jérôme Gaines, il nous reste une minute pour plagier Patrick Gasser. Ah non. La pluriannualité, ce serait un animal. Ah non. On avait dit non, Philippe. Ça serait quoi? Si vous savez. Non. si, Non. Si. Alors vous me l'avez dit, c'est quoi? Ce serait un lapin dans les phares. Ce serait une vache à lait. Alors, la mine. C'est pas une chauve-souris. Chauve-souris qui voit dans la nuit. Oui, c'est ça, et qui Ouais, mais- éclaire un peu. Et qui évite de prendre dans la tronche. Vous savez que la chauve-souris a un Muraille, système quoi. immunitaire absolument extraordinaire. Tout à fait. Ouais. Donc c'est pas mal. C'est peut-être ça qu'il nous faut en fait. Mais non, moi une girafe, tout simplement parce que je pense qu'il faut avoir une vision à long terme et il faut repartir d'une ambition pour tous. La girafe, elle a une tension artérielle, une pression artérielle très très forte. Hein, pour Ouais. emmener le sang. Là-haut, c'est très très. Ça y est, vous êtes médecin maintenant, vous. Jérôme Gage. Je vais être pessimiste là. On est à la montagne, donc je dirais que c'est un dahu, l'animal imaginaire que tout le monde chasse et personne ne trouve. Voilà. Merci messieurs. Et on passe à la suivante.